Bienvenue dans Avec Vanda. Aujourd'hui, je reçois François Motte, artisan de l'ombre, devenu une référence discrète mais décisive de l'événementiel gastronomique. Ancien directeur de la création chez Le Nôtre, il façonne depuis 30 ans une vision du goût mêlant exigence, élégance et sens du détail. De la rigueur des grandes maisons aux livres qui célèbrent l'art de la table, son parcours trace une ligne claire, celle du détail qui change tout. Dans cet épisode, on parle de reconversion, de transmission, de cascade de fruits et de ce que signifie vraiment accueillir avec goût. Bonne écoute! Salut François! Bonjour Vanda! Bienvenue sur le podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. Si je t'ai invité, donc c'est qu'on s'est rencontrés il y a 3 ans, je dirais. Ça va faire 3 ans. Dans le cadre d'une soirée de lancement de mon ancienne boîte. Tu venais de sortir de la direction de la création de Le Nôtre et tu m'as aidé à organiser une soirée avec un sens des détails et de l'événementiel en général qui m'a abasourdi. Pourtant, j'ai bossé avec beaucoup de gens dans une précédente vie et je trouve que tu as un goût des choses et une façon de dénicher le moindre objet qui ira avec toute une tablée, par exemple, que j'étais très intriguée de savoir comment t'en étais arrivé là, d'où tu venais, qui tu étais, même si on se connaît un peu, de reprendre tout depuis le départ. Est-ce que ça te va ? On y va. Alors j'aimerais bien qu'on commence par le tout début, du coup, de ta naissance à tes 10 ans à peu près. Qui était le petit François ? Dans quel environnement il a grandi ? Comment il se sentait ? Qu'est-ce qu'il aimait ? Qu'est-ce qu'il n'aimait pas ? Qui étais-tu ? Dis-nous tout. Alors c'est drôle parce que quand j'ai quitté Le Nôtre il y a quelques années maintenant, j'avais une coach qui m'aidait à savoir ce que j'allais pouvoir faire. Et une des questions qu'elle m'a posées, c'était un peu le divan. Elle m'a dit qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit ? Et je lui ai dit écoutez, je voulais être soit chef d'orchestre, soit cuisinier. Et en fait, je faisais de la musique, mais j'étais un très très mauvais musicien, quoi. Ouais. Et on était à une époque où, quand on était plutôt bon élève, quand on était dans un milieu petit bourgeois, on faisait pas forcément l'école hôtelière. Donc je n'ai été ni chef d'orchestre, ni cuisinier, mais en même temps que je lui répondais ça, je réalisais que j'avais réalisé mes 2 rêves en organisant des événements. Ah, c'est incroyable, hein ? Ouais. C'est dingue. Bravo. Bon, on a terminé le podcast. Merci François. Ça y est, la boucle est bouclée. Non, que te dire ? Écoute, je suis né en Picardie, ce qui a l'inconvénient d'être une région assez dépourvue d'imaginaire quand tu en parles aux gens, à part les champs de betteraves et quelques cathédrales et quelques châteaux. Ouais, c'est vrai. C'est assez peu évocateur. On parle cuisine tout de suite, je sais pas, souvenirs. Pas forcément. Qu'est-ce que tu avais des frères et sœurs ? Que faisaient tes parents ? J'étais fils unique, ce qui, je pense, aide à développer une certaine capacité d'imagination. En tout cas, à l'époque, où quand tu étais fils unique, soit tu avais beaucoup d'amis, ce qui n'était pas forcément mon cas, soit tu passais beaucoup de temps à lire et à jouer ou à créer des univers. C'est ce que tu faisais ? Et c'était ce que je faisais, ouais, exactement. Et j'avais des parents, mon père était entrepositaire de boissons, ça veut dire que c'était un distributeur de boissons pour les cafés et les restaurants, et ma mère travaillait avec lui en fait. D'accord. Voilà. Ouais, donc en plus t'étais souvent seul à la maison s'ils travaillaient tous les deux. Ok. T'étais plutôt timide ou Je crois. Et à l'école, ça se passait bien ? J'étais un bon élève puisque je suis pas devenu cuisinier. Oui, c'est vrai. Et du coup, tu jouais de la musique ? Et je jouais aussi de la musique, du saxophone très mal, voilà. Ah, voilà. Et tu as commencé à 6-7 ans le saxophone ? Je ne sais plus, j'ai fait le solfège et puis après on faisait le saxophone et plus tard j'ai fait de la clarinette et jusqu'au service militaire où j'ai des clarinettistes et là j'ai rangé la clarinette. Mais non, au service militaire, tu étais clarinettiste ? Du coup, ça t'évitait... tous les exercices ça m'évitait tout le reste, physiques. Mais ça n'empêche que, en fait, j'étais dans, on a fait un grand gap, là, on a sauté 20 ans, mais
J'étais dans ce qu'on appelait une musique principale de région militaire. C'est-à-dire que dans chaque grande région militaire, tu as une musique principale qui est une espèce de fanfare de la région, en fait, mais qui fait aussi bien les défilés que les monuments morts, que des concerts aussi. Et en fait, comme c'est une fanfare, tu n'as pas les cordes dedans. Et c'est la clarinette qui remplace les cordes. Ah, donc, je ne savais pas du tout. Soit tu es première clarinette comme il y a un premier violon et tu fais la mélodie, soit tu es huitième violon et huitième clarinette et tu fais pendant des heures, quoi. Et moi, c'est ce que je faisais parce que j'étais très mauvais et c'était pire que ça parce que parfois, je le faisais même en playback, tellement j'étais mauvais, si tu veux. Mais non. Mais ce qui était drôle, c'est qu'on faisait des défilés, enfin, ce genre de choses avec des figures, tu vois. Enfin, mais c'était drôle, sans être drôle non plus, parce que quand t'es à Metz, autant dire que t'as un hiver très rigoureux. Donc, il y a un certain nombre de cérémonies en plein air, où je me souviens que les trompettistes avec les embouts qui collaient à la bouche, enfin, ce genre de trucs, il y avait des mecs qui tombaient dans les pommes. Enfin, c'était pas, voilà. Pour la petite histoire. Bah alors effectivement, on a fait un gros bond dans le temps. Ouais. À l'école, du coup, ça se passait bien. Exactement. Et comment ça se fait ? Qu'est-ce qui t'attirait dans les métiers de chef d'orchestre ou de cuisinier ? Chef d'orchestre, j'en sais rien du tout. Sinon, je sais pas, très franchement. Et après, cuisinier, c'est que je pense que c'était de voir les gens cuisiner autour de moi. Alors, je vais pas te faire le coup de la grand-mère qui cuisinait, parce que ça, c'est quand même un grand leitmotiv aujourd'hui. Et après, c'est peut-être pas pour rien, si ça t'arrivait vraiment. Oui, non, mais tu vois, du côté de mon père, j'avais une grand-mère chez qui j'ai aucun souvenir de gastronomie. J'ai plus des souvenirs de jardin, un peu de jardin d'Éden, jardin potager, arbres en espalier qui descendaient jusqu'à la rivière. Tu vois, une espèce de jardin comme ça, un peu de conte. Et de l'autre côté, donc ça, c'était en Picardie. Et de l'autre côté, on était dans le Nord. Là, on était dans un milieu très modeste, d'artisans. J'avais un grand-père maréchal ferrant. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un maréchal ferrant, c'est quelqu'un qui faisait les roues, c'est quelqu'un qui faisait les charrues, c'est quelqu'un qui ferrait les chevaux. Et moi, j'ai encore vu ferrer des chevaux quand j'étais petit. Et j'avais une grand-mère qui était quincaillère, et ça, c'était un métier formidable, parce que quand tu veux jouer à la marchande, il n'y a rien de mieux que le quincailler avec les clous et toutes ces choses-là. Donc, ça c'était des souvenirs. Oui, et puis ça a un lien avec ce que tu fais, même actuellement. Enfin, on en reparlera après. Ouais, les clous, je sais pas, mais oui, la quincaillerie. La quincaillerie, oui, un petit peu, ouais. Et là non plus, si tu veux, j'ai pas vraiment de souvenir de plat ou de goût, mais j'ai quand même le souvenir. Donc c'était à côté de Lille, et je me souviens quand même qu'on allait dans des très bonnes maisons pour acheter les choses. Je me souviens qu'on allait chez Yanka, qui était une des grandes pâtisseries de Lille, où il y avait un moka extraordinaire. Ça, c'est un truc qui n'existe plus, le moka. C'est une noise avec une crème au beurre et au café. Et j'adorais ce goût. Et c'est un truc que j'ai un petit peu retrouvé dans l'opéra après. Enfin, il y a ce petit côté fondant, moelleux et caféiné. Mais c'est vrai que le moka, c'est un truc... Voilà. Il y avait Merthe. Déjà, depuis longtemps, ouais. Avec ses gaufres. Il y avait un endroit qui s'appelait l'Huîtrière, qui était la grande poissonnerie bourgeoise de Lille, dans le Vieux-Lille, qui était un endroit merveilleux avec des carreaux de faïence au mur et un restaurant aussi, et qui depuis a été racheté et conservé en partie par une grande marque de luxe. Et puis, alors, en disant ça, je m'aperçois que c'est toujours des endroits avec un
un certain décorum, tu vois, même chez Yanka, je me souviens que ce qui me fascinait quand même, il y avait tout un département traiteur avec des trucs très très à l'ancienne comme on faisait à l'époque, c'est-à-dire les saumons en belle vue, toutes ces pièces entières très très travaillées. À l'Huîtrière, il y avait ce décor magnifique. Chez Mère, c'est ce décor aussi de pâtisserie, confiserie du 19e siècle, tout en laiton et en marbre. Et tu étais attentif à ça déjà à l'époque ? Je pense que c'est ce qui me plaisait aussi en fait. Et par exemple, je me souviens aussi que, alors ça c'est un truc qui a totalement disparu, mais on allait à la boucherie Chevaline, tu vois. Ouais. Et là, je pense qu'il y avait cette tête de cheval, c'était qu'il y avait toujours au-dessus, lumineuse au-dessus des entrées de boucherie Chevaline. C'était un truc qui me fascinait aussi. Donc j'ai pas vraiment de souvenirs de plats, tu vois, chez mes grands-parents. Moins de plats que de produits et d'atmosphère et d'ambiance, tu vois. Mais en même temps, je me dis que de ce côté-là, c'était quand même des grandes familles. Mes grands-parents avaient plein de frères et sœurs. Je pense que toute l'enfance de ma mère a dû être bercée par des grands repas de famille. Il y avait beaucoup de monde. Je sais qu'on chantait en fin de repas. Chacun avait sa chanson, ce genre de truc, tu vois. Mais moi, ça, je l'ai pas connu. Et encore moins en tant que fils unique, sans cousin, sans cousine. Enfin, c'était vraiment. Et après, à la maison, ma mère cuisinait et en te parlant, je me dis que en fait, tous ces chefs aujourd'hui et ces journalistes aussi qui se revendiquent de la cuisine de leur grand-mère, on dit 3 personnes. Je pense que c'est peut-être aussi du fait que leur mère ne cuisinait peut-être plus, parce qu'on a quand même une différence de 10 à 20 ans, je pense, avec ces gens-là. Et autant leur grand-mère pense cuisiner, autant leur mère ne cuisinait plus nécessairement. Alors que moi, la mienne est une génération qui cuisinait. Le livre de chevet, c'était le livre de Françoise Bernard. J'en ai 2 qui sont annotés. Voilà, on cuisinait au beurre, on cuisinait à la crème. Ma grand-mère devait cuisiner au saindoux, je pense. Mais l'huile d'olive, c'était un truc qu'on ne connaissait pas, par exemple. Ça, c'est arrivé beaucoup plus tard, quoi. Et je pense que jusqu'au bout, ma mère n'a pas cuisiné à l'huile d'olive. C'est pas du tout... c'est culturel. Et sans vouloir trahir ton âge, l'industrialisation n'était peut-être pas encore passée par là. Tu n'avais pas tous les surgelés et compagnie non plus. Mais tu n'avais pas tous les surgelés. Non seulement tu n'avais pas tous les surgelés, je pense que le truc le plus industriel qu'on mangeait, c'était la purée mousseline en flocons, tu vois. Ah, c'est dingue. Mais elle était déjà là, donc la purée mousseline. Mais elle était déjà là. Mais par exemple, moi, la mozzarella, le vinaigre balsamique, c'est des trucs qu'on ne connaissait pas du tout. Enfin, c'est des trucs que j'ai découverts à Paris et quand j'avais 25 ans, tu vois. Enfin, c'était des produits et qui sont arrivés en province encore après, tu vois. Mais c'était des choses qu'on n'avait pas. Donc tout ça pour dire quoi ? Pourquoi chef ? Parce que je voyais effectivement, alors je te dis, j'ai pas de souvenir, mais je pense que je voyais ma grand-mère cuisiner, je voyais ma mère cuisiner. J'adorais manger et on mangeait aussi bien cette cuisine bourgeoise, effectivement, des livres de Françoise Bernard, le navarin, le poulet aux olives, le poulet basquez, le turbo sauce de Gléré, ce genre de trucs que ma mère était née en 36, tu vois, donc c'est vraiment une enfant de... Enfin, elle avait 3 ans en 39, tu vois. Je sais que c'est une enfant chétive. Je connais l'histoire on me l'a raconté 1000 fois, de sa mère qui allait chercher de la cervelle d'agneau à vélo, si tu veux. Et moi, toute mon enfance, j'ai eu de la cervelle d'agneau tous les mercredis, mais c'était un truc que j'aimais bien, tu vois, avec un petit beurre noisette dessus. C'était c'est une question d'habitude quand tu grandis avec ça, voilà. Comme les cuillères de foie de morue ou les choses comme ça. Comme le foie de morue, exactement, mais j'adore le foie de morue. On mangeait des tripes avec une sauce hyper collante, j'adorais ça. On mangeait des rognons avec une bonne purée. Enfin, j'ai grandi avec toute cette cuisine et c'est sûrement pour ça que je préfère aujourd'hui une cuisine ultra simple à un truc hyper sophistiqué, même si je sais l'apprécier. Et à côté de ça, on allait beaucoup au restaurant. À Beauvais, d'une part, mais bon, c'était pas forcément très intéressant, mais on venait beaucoup à Paris au restaurant. Et mon père, là, on est à l'époque, mon père était pas Michelin, mon père était Goemio, donc on est en pleine arrivée de la nouvelle cuisine. Et là encore, j'ai des souvenirs de restaurants,
Mais j'ai pas du tout de souvenirs de plat, je réalise. Mais j'ai vraiment des souvenirs de lieux. Tu vois, on allait beaucoup au Vivarois, qui était un restaurant avenue Victor Hugo. Je sais plus comment s'appelait le chef, mais ça faisait partie de cette tendance de la nouvelle cuisine. Et je me souviens très bien. Alors, je savais pas mettre des mots sur les choses à l'époque, mais je sais maintenant que c'était le mobilier, c'était des chaises de Knoll. Il y avait des vasarelles liées au mur. Tu vois, on était dans une espèce d'ambiance comme ça, hyper moderne. On allait, ça y est, le nom va m'échapper. On allait beaucoup dans le 5e arrondissement, au Dodin Bouffant. Qui là aussi était un fief un peu de la nouvelle cuisine avec la salade folle, et puis tu rajoutais tout ça, qui avait tout un décorum, et puis c'était une des cantines de Mitterrand, enfin il y avait plein de célébrités comme ça qui passaient. Donc c'est vraiment des choses, tu vois, qui sont assez et j'y suis allé dès petit, tu vois. Enfin, dès que j'étais petit, je braillais pas au restaurant, quoi. On m'a appris qu'il fallait bien se tenir, et donc j'avais le droit d'aller dans ces univers-là et de voir ça quand même comme un truc. Enfin, je pense que j'observais le truc en trouvant ça assez extraordinaire. Et à chaque fois, c'était des lieux chargés d'histoire, j'ai l'impression, en plus. Et c'était des lieux soit chargés d'histoire, soit dans l'air du temps, tu vois. Enfin, j'ai le souvenir de mes 10 ans. Pour mes 10 ans, on a été au Pré-Catelan, et c'était Gaston Lenôtre qui était le chef, tu vois, à l'époque. Et je peux pas dire ce que j'ai mangé, mais je me souviens de Gaston venant dans la salle à la fin du repas, pour saluer, tu vois, c'est un truc, pour un enfant de 10 ans, c'est un truc hyper incroyable, impressionnant. En plus, c'était une époque où c'était quasiment un des seuls chefs médiatisés, tu vois. C'était Bocuse, Verger. C'est comme si un enfant de 10 ans aujourd'hui allait et se trouvait face à Piège, qui voit dans son émission une fois par semaine. Tu vois. Enfin, c'était des choses comme ça. Donc, j'ai eu cette chance de fréquenter ce monde-là dans des bons restaurants depuis mon plus jeune âge. Donc, je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'à un moment, j'ai pu me dire que je voulais être chef. Ok. C'est marrant, ça me fait penser aussi le fait que tu fasses pas beaucoup de bruit, que, enfin voilà, tu sois accepté dans ces lieux, mais sans faire de pitrerie et tout. Je te trouve justement un homme extrêmement bien élevé, avec des bonnes manières et tout ça. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as appris tout ça, ou bien plus tard ? Je pense que je l'ai appris à ce moment-là, effectivement, ouais. Bah oui, il fallait bien se tenir. Ouais. Non, mais tu as un sens du code, en fait, à table, enfin voilà. Après, bon, tu as étudié les arts de la table et tout ça. Oui, non, mais c'est pas à ce moment-là que tu l'apprends. Mais, et d'ailleurs, c'est un problème, je trouve qu'on n'enseigne pas à ce moment-là à des gens qui vont être censés servir à manger ou servir simplement comment on doit se tenir à table aussi. Mais c'était culturel. Je pense que c'était des générations où, quel que soit ton milieu, on t'apprenait quand même plutôt à bien te tenir à table. Et c'est vrai que je ne sais pas si ça l'était autant. Alors, effectivement, il y a toujours eu une grande différence. Je veux dire, chez mes grands-parents, on ne savait pas peler une orange avec un couteau et une fourchette, quoi. Mais là, on va vers un extrême, tu vois, où je pense qu'on mangeait les asperges. Enfin, voilà, et ils seraient retrouvés dans un dîner, ils n'auraient pas su comment forcément on les mangeait. Mais c'était quand même. Je pense qu'on se tenait bien à table quand même. Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment de souvenir. Et du coup, tu arrives au lycée, au bac. J'arrive au lycée, au bac, et là, donc je suis toujours un bon élève. Et là, tu te dis... donc. Et là, je me dis pas. Ok. Et là, je me dis pas parce que je sais pas quoi faire. Donc, parce que l'hôtellerie, c'était impossible de l'envisager, c'est ça Mais je pense que j'ai même pas posé la question. Quoi. Okay. Enfin, je veux dire, à un moment, tu es pris dans un engrenage qui fait comme d'être un bon élève, tu vas faire telle chose et les autres choses sont même pas envisagées du tout, tu vois. Donc, à ce moment-là, je suis plutôt un bon élève, mais qui sait pas ce qu'il veut faire, et je suis à peu près bon dans tout. Et donc, je me retrouve en classe préparatoire à Paris, qui s'appelle la classe préparatoire en Hippocagne S, qui depuis... Hippocagne S. Alors, c'est drôle parce que Parce que l'Hippocagne, normalement, c'est toutes les classes L littéraires. Exactement. Alors... Attends la suite. Donc, je me retrouve à Janson de Sailly en Hippocagne S, puis en Cagne S, où en fait, on a remplacé le latin et le grec des filières traditionnelles par de l'économie, de la sociologie et des mathématiques. Ouais, c'est la totale. C'est la totale. Et 30 ans plus tard, je me rends compte que cette filière qui a changé de nom entre-temps, qui est devenue BL ou un truc comme ça, est aujourd'hui une espèce de filière d'élite
dont est issu notre président. Mais non. Édouard Macron, Emmanuel Macron et Édouard Philippe, tu vois, les deux sont passés par là. Et t'as plein de gens. Et le truc me dit, mais j'hallucine, quoi. J'ai fait ce truc, mais bon, à l'époque, je pense que c'était pas du tout de ce niveau-là, tu vois, c'était juste le début du truc. Oui, mais tu étais doué en toutes les matières, en fait. En fait, c'était une espèce de filière pour des gens qui étaient bons dans tout. Bon, après, tu sais très vite si tu auras normal sup, si tu n'auras pas normal sup. Mais ça a surtout été pour moi comment dirais-je, t'arrives à Janson de Sailly, donc c'est un choc culturel. Et tu te retrouves avec des gens, d'abord, qui sont bien meilleurs que toi, donc ça, tu le comprends très vite. Que là où, quand tu étais bon, il y en a qui sont bien, quand tu étais première de la classe, il y en a qui sont bien meilleurs que toi. Oui, parce que tu as tous les meilleurs qui sont réunis. Tu as tous les meilleurs qui sont réunis. Tu as d'autres gens qui sont comme toi, qui sont des petits provinciaux qui débarquent. Voilà. Et puis, ils se retrouvent confrontés à un monde qui n'est pas du tout leur monde. Donc là, tu fais très vite des choix aussi, c'est-à-dire que ou alors tu vois rien et tu continues, voilà, ou soit tu vois qu'il y a un truc qui va ou qui va pas, je sais pas comment il faut dire, et tu dis il faut que je fasse en sorte que ça aille. Donc là j'ai eu la chance d'avoir deux très bonnes copines qui sortaient d'écoles religieuses qui m'ont très vite appris tous les codes et donc ça c'est très intéressant de ce point de vue-là. Et après ça a enchaîné et là encore après si tu veux il n'y a pas vraiment eu de choix. Ça a enchaîné sur des études en économie, en sociologie, 3e cycle, etc. Là, je suis parti ensuite presque 1 an à Vienne, en Autriche, travailler. Ah ouais. Donc ça c'était vraiment une ouverture non seulement sur le monde, mais en plus je travaillais pour les Nations Unies à ce moment-là. Okay. Et donc c'était d'autant plus une ouverture sur le monde que je me retrouvais à travailler avec des gens du monde entier. Donc ça c'était une expérience très sympathique qui m'a emmené après à New York quelques mois pour le même organisme. Et après je suis revenu en France. On est en quelle année là à peu près ? Il y a longtemps, on est 89. Est-ce que New York a cette image déjà qui a le vent en poupe, tout le monde veut y aller ou, je me rends pas compte à cette époque-là comment était New York. Je sais pas comment était New York. Enfin, je veux dire, je sais pas si New York était comme ça. Ce qui est sûr, c'est que c'était quand même une ville qui faisait rêver, quoi. Enfin, je veux dire, quand tu étais un jeune de 20 ou 23 ans, tu avais envie d'aller à New York, quoi, forcément. Après, je pense qu'on est... tu vois, je me souviens que la nuit, quand je rentrais, effectivement, je marchais jamais sur un trottoir. J'étais toujours au milieu de la route, tu vois. Ah ouais. Donc, je pense qu'on est encore dans cette période où New York était un peu craignos quand même. Ouais. Mais j'ai pas plus de souvenirs que ça, quoi. Et t'étais à Manhattan à ce moment-là ou... Et j'étais à Manhattan. J'habitais avec un copain que j'avais rencontré, avec qui j'avais bossé à Vienne et qui était à Columbia, lui. Donc on partageait une chambre là-bas. Et oui, j'étais à Manhattan. Donc ça a été des moments aussi formidables. C'est comme Vienne, c'est des moments où tu travailles, mais où tu as aussi une vie à l'extérieur hyper intense. Donc après, quand tu rentres, c'est un peu plus... dur, quoi. Voilà. Ouais, j'imagine. Et culinairement parlant, comment c'est à Vienne et même à Paris déjà quand tu arrives à Paris. Mais en fait, non, t'allais déjà au resto à Paris. Oui, non, en fait, quand j'arrive à Paris, c'est la première fois de ma vie déjà que je mange à la cantine le midi. Ah parce que j'avais jamais mangé à la cantine. Et le soir, je suis un petit étudiant qui se faisait boîte de raviolis sur son petit réchaud, quoi, tu vois. Donc, tu cuisinais pas du tout à l'époque en Picardie. C'était ta mère qui était tout le temps derrière les fourneaux. Oui, c'était ma mère qui cuisine. Et là, si tu veux, c'était vraiment une chambre de bonne et c'était autre chose que ça. Et à l'époque, tu vois, c'est drôle parce qu'à l'époque, j'étais dans le 11e arrondissement. Et il n'y avait absolument pas ce foisonnement, non seulement dans le 11e, mais même partout ailleurs dans Paris. Non seulement il n'y avait pas ce foisonnement, et puis à côté, moi, je n'avais pas forcément les moyens d'aller au restaurant non plus. Donc ça, c'est venu après. Et après, quand je me suis retrouvé à Vienne, là, effectivement, je gagnais ma vie. Et donc, c'était une vie... on était à une époque aussi où les
cuisine du monde n'était pas forcément arrivée d'ailleurs, tu vois. Autant, alors en France, on avait vécu les boat people, donc la cuisine vietnamienne avait dû arriver. On avait les cuisines de nos anciennes colonies d'Afrique du Nord. Mais à part ça, je pense qu'à Beauvais, il n'y avait pas de restaurant indien à l'époque, tu vois. Enfin, il n'y avait pas tout ça, quoi. Donc tout ça n'était pas encore là. Et à Vienne, tu étais sur une cuisine ultra viennoise. Wiener Schnitzel, Strudel, Tafelspitz, tous les gâteaux et ce genre de choses, mais qui étaient exactement les trucs que j'adorais, en fait. Enfin, et qui étaient nouveaux pour toi, finalement. Qui étaient nouveaux pour moi, mais et en plus, si tu veux, Vienne, c'est vraiment une ville extrêmement provinciale, en fait. C'est une toute petite ville, c'est vraiment une ville d'habitude où tu prends tes habitudes, tu sais que le samedi matin tu vas au marché aux puces, mais avant tu prends ton verre là, et après le marché aux puces tu prends ton verre là, après tu déjeunes là, avant d'aller aux puces tu auras acheté tes places de spectacle pour toute la semaine qui vient, tu vois. Le dimanche tu vas écouter la messe à tel endroit parce qu'il y a ce concert en même temps, et après tu vas manger ta Wiener Schnitzel avec la salade de kartoffel à tel endroit, et c'est réglé comme du papier à musique. C'est réglé comme du papier à la musique, mais c'est aussi, tu vois, les moments de la journée, effectivement, où tu sais que ton café du matin, c'est à cet endroit-là. Si tu veux un café à 5 heures, tu vas plutôt aller là. Et en hiver, tu iras plutôt chez Avelka parce que c'est derrière des gros rideaux de velours. Et en été, tu iras plutôt sur une des terrasses, tu vois. Mais c'est ce qui fait pour moi, c'est ce qui faisait vraiment le charme de cette ville, c'est-à-dire c'était les habitudes que tu prenais, et comme c'était provincial, en fait, t'as vite fait le tour des trucs, tu vois. Donc, mais c'est ça qui est assez sympathique, plus une vie, plus la chance de faire ça dans une vie cosmopolite, tu vois. Donc il y avait par exemple il y avait toute une communauté de Colombiens, et j'avais plein de copines colombiennes, tu vois. Donc par exemple, il y avait cette cuisine d'Amérique du Sud que j'ai découvert là-bas. Je savais pas du tout qu'il y avait beaucoup de Colombiens. Mais il y avait, je pense que c'était en grande partie aussi du fait des Nations Unies, tu vois. Mais il y avait, j'ai une grande communauté, j'en sais rien, mais moi j'avais plein de copains qui venaient de là-bas, tu vois. Donc c'était donc culinairement, c'était limité, mais en même temps, c'était tout ce que j'aimais, quoi. Et du coup, après New York ? Et après New York, j'ai quasiment pas... J'ai juste de New York, à cette époque-là, en face de Columbia, il y avait un restaurant chinois qui faisait des wontons avec une sauce cacahuète, qui est un truc, mais je crois que c'est un de mes plats préférés dans ma vie, quoi. Mais c'est mon seul souvenir, mais encore un truc d'habitude, tu vois, qui était que on allait toujours manger dans ce truc en face parce que c'était un truc d'étudiant et pas cher. Mais j'étais pas. Et puis je pense qu'à l'époque, la vie n'était pas non plus aussi riche culinairement parlant. C'était pas les bagels, les burgers, les pizzas. Je pense que c'était peut-être pas aussi poussé que ça. Tu avais effectivement de la cuisine. Enfin, tu avais d'un côté effectivement toute la grande cuisine européenne, bourgeoise de l'Upper East Side. Après, tu avais la cuisine chinoise. Bien, en fait, tu avais la cuisine des différentes communautés. Mais je sais pas si on était déjà autant burger. Je sais pas. J'en ai pas le souvenir, en tout cas. Mais en même temps, tu vois, c'était un type de... Moi, je crois que c'était hormis New York, c'était un type de cuisine que je ne connaissais pas du tout à l'époque. Enfin, je suis même sûr qu'à Paris, il y avait peut-être un restaurant au quartier latin ou 2-3 restaurants, tu vois, dans un esprit dîner qui faisaient ça. Mais c'était des choses... il y avait déjà McDo, mais tu vois, McDo, de par mon éducation, c'était un endroit où on n'allait pas, quoi. C'était comme les BD, on lisait pas de BD, on mangeait pas du McDo et on lisait pas de BD, quoi. C'était des principes de base comme ça, tu vois, qui font que pendant longtemps, j'ai pas du tout mangé ce genre de truc. Mais les wontons sauce cacahuète, ça me donne trop envie. En fait, j'ai jamais vu des wontons associés à de la sauce cacahuète. Écoute, c'était super bon, voilà. C'est dingue. Parce que cacahuète, en général, c'est indonésien ou Asie du Sud-Est. Les wontons, c'est plutôt chinois. C'est dingue. T'en as déjà remangé ? Non. Ça me donne trop envie. Ok. Donc, New York, ça dure 1 an, c'est ça ? Ça a duré 6 mois, oui. Ok. Et après, je reviens. Et là, je commence à travailler dans les études socio-économiques, ce qui était ma formation. Et je m'ennuie terriblement.
Et je me dis, c'est pas possible, je vais pas pouvoir faire ça toute ma vie. Et donc là, je me dis, il faut revenir à nos amours, enfin à ce qu'on avait envie de faire. Et donc pas question d'être chef. Et donc je me dis, j'ai envie de travailler dans des hôtels. Sauf qu'à l'époque, tout le monde de la restauration n'est pas aussi médiatisé qu'aujourd'hui. Il n'y a pas du tout de formation hors les CAP ou des choses comme ça, si tu veux. Donc tout le monde a commencé à 17, à 16-17 ans en épluchant des carottes et en montant les échelons. Ou alors après, moi là j'ai déjà 26 ans, je pense, ou 27 ans. Et sinon, après, tu as les écoles hôtelières suisses, mais où tu en prends pour 2-3 ans à plusieurs dizaines de milliers de francs. C'était déjà aussi an. cher à l'époque. C'était déjà très cher, oui. C'était vraiment des écoles d'élite, je pense. Et donc, je rencontre des gens, etc. Et toujours, on me dit que je suis surdiplômé. Enfin, je suis surdiplômé, en même temps, je ne suis pas du tout diplômé, puisque je ne connais pas du tout ce domaine, si tu veux, mais je n'entre pas dans les bonnes cases, quoi. Et en fait, je découvre à ce moment-là qu'il y a une école qui vient d'ouvrir dans le Périgord, qui s'appelle l'école de Savignac, qui est une école de management hôtelier, ouverte à des gens qui viennent de milieux... de background très divers et un peu de tous âges. Ils étaient vachement précurseurs. Ils étaient assez précurseurs. Donc, tu pouvais même être en reconversion ou ce genre de choses. Et donc, je me retrouve pendant 1 an et demi à côté de Périgueux à faire cette formation qui, en fait, est pour moi un moyen de savoir ce que je veux faire. C'est-à-dire qu'à travers les stages, donc j'acquiers les bases de management, des choses comme ça, si tu veux. Mais surtout, donc j'arrive en me disant que je veux travailler dans l'hôtellerie de luxe. En étant là-bas, je me dis que j'ai peut-être plutôt envie de faire du banqueting que de l'hébergement ou de la restauration. C'est les banquets. Les banquets. Okay. Et donc, j'ai fait un premier stage au Méridien Montparnasse, qui reste un des plus gros porteurs à Paris. Et je fais ça au stewarding. Le stewarding, c'est la plonge. Ah ouais, moi j'imaginais la salle. Pas du tout. Donc c'est la plonge d'un énorme hôtel qui fait des banquets pour plusieurs centaines ou plusieurs milliers de personnes. Donc tu passes ton temps dans les sous-sols avec des gens qui parlent à peine le français, mais c'est une expérience, c'est comme travailler à l'usine, quoi. C'est une expérience incroyable. Donc ça me conforte dans le fait que je veux travailler là-dedans, sauf que je trouve à ce moment-là que le cadre de l'hôtel est un peu ennuyeux parce que c'est quand même toujours la même chose. Et donc, c'est à ce moment-là que je comprends que je veux plutôt travailler dans l'univers du traiteur. Et alors, j'ai 2 petites questions. Je te coupe. Qu'est-ce que tu trouvais incroyable à l'époque où tu faisais du stewarding dans le Méridien ? Mais en fait, c'était déjà... ma chance était de le faire dans un énorme porteur, si tu veux, et de me trouver confronté à des réceptions de plusieurs centaines ou plusieurs milliers de personnes et d'appréhender la logistique qui allait derrière. Et tu faisais partie de toutes les réunions, tu voyais comment ça s'organisait. Je voyais comment ça s'organisait et comment ça fonctionnait, si tu veux. J'étais pas dans le stewarding, si tu veux, gère les plonges, mais il gère aussi le matériel en amont. C'est-à-dire pour un banquet, il faut tant d'assiettes, tant de trucs, etc. Donc cette partie logistique matérielle en amont et après en nettoyage et en choses comme ça. Donc je n'étais associé qu'à une toute petite partie de la chose. Je n'étais pas associé à la gastronomie, mais en même temps, le soir de l'événement, tu voyais tout. Je voyais les arrières et comment ça fonctionnait. Donc ça me plaît. Et la deuxième question ? Merci. La deuxième question, je reviens encore un petit peu en arrière. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent à se reconvertir encore maintenant et tout, d'avoir peur de tout lâcher, de recommencer à zéro. Comment tu passes des études socio-économiques, c'est ça, ok, je lâche tout, je vais dans le Périgord à l'école de Savignac et je tente le tout pour le tout. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as des angoisses ou pas du tout ? Est-ce que c'est réfléchi ? Est-ce que c'est un peu inconscient ? C'était pas inconscient, c'était réfléchi, c'était surtout que
que le reste était tellement ennuyeux que j'allais pas faire ça toute ma vie, quoi. Ouais, t'avais pas le choix, quoi. Enfin, j'avais pas le choix. Si, j'avais le choix. J'aurais pu très bien continuer à faire ça, sauf que c'était pas du tout ce dont j'avais envie. Donc. Et t'avais pas de peur dans le cadre de cette reconversion? Franchement, je crois pas. Mais on était peut-être à une époque plus facile aussi, je sais pas. Oui, et puis pas brevet d'information et tout. Oui, exactement. Ouais. Et puis. Et il y avait du travail. Et il y avait du boulot, effectivement. Et il y avait, même dans ce domaine-là, aujourd'hui, il y avait beaucoup moins d'écoles, beaucoup moins qu'aujourd'hui. Enfin, de formation de 3e cycle et de management, il n'y en avait quasiment pas, tu vois. Donc, ouais. D'accord. Bon, reprenons. Donc, stewarding, tu te dis, ah oui. Donc, stewarding, je me dis, le cadre de l'hôtel n'est pas pour moi. Je vais plutôt faire ça chez des traiteurs, sans savoir forcément ce que recouvrait non plus vraiment le métier, même s'il y avait quelques anciens de l'école qui travaillaient déjà dans ce domaine-là. Et donc, je fais mon stage. Je fais un stage de fin d'études très foireux, parce que je me retrouve là, j'ai vraiment raté mon coup, mais en même temps ça m'a permis, enfin bon, c'est comme ça qu'on apprend. Non, c'est comme ça qu'on apprend, et puis c'est grâce à ça que j'ai eu la suite, si tu veux. C'est-à-dire que je me retrouve chez Ediard, qui était vraiment pas un traiteur, au service traiteur, et j'avais 3 mois de stage, et le premier jour, la personne qui m'a recruté me dit, de toute façon, quand vous allez partir, c'est à peu près le moment où on ferme le service traiteur, de toute façon, donc on partira en même temps. Oh, l'angoisse. Et bon, je me dis, profitons-en au maximum. Donc, qu'est-ce que tu fais du coup là-bas? Ce que je fais, donc il y a quand même quelques événements. Donc, je participe au montage de ces quelques événements. Donc, c'est le Ediard à Paris. C'était Ediard, on était l'Ediard de la Madeleine, on n'était pas à la Madeleine, mais c'était le même Ediard. Et surtout, j'en profite pour récupérer tous les fichiers et travailler sur le fichier lieu. C'est-à-dire que je passe mes 3 mois à visiter tout ce qui se visite à Paris pour potentiellement faire de l'événementiel. Donc, j'acquiers cette connaissance des espaces et surtout, je me retrouve à travailler avec une dame qui est une vieille du métier, qui m'apprend les rouages et qui, avant d'être chez Ediard, avait été chez Maxims Réception. Donc, quand on dit ça, ça peut avoir un côté très ringard Maxims. Ouais, mais en fait, il se trouve que Maxims, traiteur, était à l'époque hyper avant-gardiste. Et notamment du fait de son chef, qui était Jean-Pierre Biffy, qui après est parti chez Potel et a contribué à faire de Potel ce que Potel est aujourd'hui. Donc, avec, entre guillemets, elle me pardonnera, cette vieille de la vieille, je découvre plein de rouages du métier, si tu veux. Et à la fin du stage, elle me dit, aujourd'hui, il y a une maison qui bouge et qu'il faut que vous contactiez. Ça s'appelle Yes Réception. Voilà. OK. Donc, je quitte Ediard, je finis l'école et je me dis, en même temps que je vais postuler à des jobs, je vais apprendre le métier parce que j'avais fait de service ou truc comme ça. Tu vois. Donc, je me dis, je vais voir le métier de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du service. Donc, je commence à faire des extras chez Potel. Je fais Roland Garros avec Potel. Je commence à faire des extras chez Sinclair. Donc là, je participe à des très beaux événements. Je fais des extras en hôtel aussi. Tu vois, je retravaille au Méridien où j'avais fait mon premier stage. Je fais des extras au Grand Hôtel, dans ce salon merveilleux du Grand Hôtel où tu as des trucs, on est tous habillés en laqué avec des perruques qui grattent et enfin des trucs affreux. Mais c'est assez marrant de découvrir le métier de ce côté-là aussi. Et je commence à faire des extras pour cette boîte dont on m'avait parlé chez Ediard, donc qui s'appelait Yes Réception.
Et là, je découvre un univers qui n'a rien à voir avec les autres traiteurs, en fait. C'est-à-dire qu'à sa tête, il y a une femme d'origine juive marocaine qui a un peu construit sa légende. Elle a, vrai ou pas, travaillé pour le consul de France à San Francisco. Elle a une bouchée, si tu veux, c'est un grain de raisin coupé en deux, roulé dans le fromage de chèvre et dans la pistache. Et elle te raconte que ça, c'est une pièce qu'elle a créée lors d'un cocktail à Los Angeles pour John Collins, qui était une grande amateur de bijoux. Donc, c'était un clin d'œil aux bijoux de John Collins. Donc, tu vois, il y a toute une espèce de légende comme ça qu'elle a créée. Et il y a la légende, mais il y a aussi, enfin, légende ou pas, tu vois, et il y a aussi une espèce de réalité qui est que cette femme est en train de révolutionner le traiteur à Paris. C'est-à-dire qu'on est dans une période où toutes les agences demandent des buffets 5 continents, ce que les autres traiteurs savent pas forcément faire, parce que comme ça, on est vraiment à l'époque où je découvre, moi, la mozzarella et le vinaigre balsamique, tu vois. Okay. Enfin, c'est des trucs rares à l'époque. Ouais. Enfin, là, on est fin des années 90 ? On est fin des années 90, début des années 90, tu okay. vois. Enfin, tu vois, la nourriture japonaise, c'est des trucs. Il y a des restaurants japonais, mais c'est pas non plus hyper couru. Est-ce qu'il y a du poisson cru déjà dans les restaurants japonais ? Oui, il y a déjà du poisson, il y a déjà tout ça, mais c'est pas développé comme ça l'est aujourd'hui. Et en tout cas, dans le traiteur, ça l'est pas du tout. Et elle, si tu veux. Donc en termes de gastronomie, on est surtout cocktail, on n'est pas trop dîner, mais on oublie les grands classiques à base de pain, les canapés, les pains surprises, qui sont quand même la base de tous les autres traiteurs. Et on travaille des pièces hyper raffinées, mais qui sont aussi bien des choses italiennes que des dim sum qu'on sert dans des grands paniers, que un bar à sushi avec un sushiman qui fait des trucs complètement nouvelles qui n'existent pas du tout chez les autres. Et ce qui se fait encore maintenant. Et ce qui se fait encore aujourd'hui, complètement. Et tu rajoutes à ça le fait que on est dans les époques, on est à l'époque un peu United Color of Benetton, tu vois. Donc en service, on sort des vieux loufias qui font ça depuis 50 ans, traînent dans la pâte et qui sont pas souriants, pour des mecs plutôt jeunes, plutôt beaux, où on fait un mélange ethnique. On les habille en noir. On nappe les buffets sont plus nappés en damas blanc, mais on a des rouleaux de lin, tu vois, enfin, ce genre de choses. Et ton test, quand t'arrives, on te dit, tiens, voilà 50 kilos de fruits, tu me fais une cascade de fruits. Ok, d'accord. Donc, t'as une cascade de fruits ? Une cascade de fruits. Sur ton buffet, tu dois faire une cascade de fruits avec 50 kilos de fruits, voilà. Donc, tu as une espèce de test un peu artistique comme ça, genre, qu'est-ce qu'il sait faire ? On s'en fout qu'il sache compter, on s'en fout, mais il faut que, voilà. Et en fait, pendant... Alors, c'est hyper intense, si tu veux, quand je regarde mes agendas et quand je réfléchis au nombre de réceptions que je suis resté 1 an et demi, que j'ai fait en 1 an et demi, c'est un truc de dingue, si tu veux. Mais on a une époque assez incroyable où il y a, d'une part, encore beaucoup d'argent. Enfin, tu vois, par exemple, on fait les vernissages à la Fondation Cartier pour plusieurs centaines de personnes. Quand le printemps lance une grande exposition chinoise, ils font un cocktail pour 800 personnes autour de la Chine. Enfin, des trucs qui n'existent plus du tout aujourd'hui ou pas du tout dans ces milieux-là, tu vois. Les galeries font encore des cocktails. Et donc, on a toute cette clientèle-là, de gens de la télé, de gens du showbiz, de la mode, de particuliers aussi. Et en fait, la première question qu'on pose aux clients, c'est qu'est-ce que vous avez comme argent, madame, tu vois. Et écoutez, je suis désolé, non, ça va pas le faire, tu vois. Donc, on a à la fois une espèce de sélection par l'argent, mais on a un produit hyper haut de gamme, hyper novateur, et ça cartonne, quoi. C'est génial. Et toi, justement, là, au début, tu es toujours au service ? Et effectivement, donc moi je fais du service quelques temps, si tu veux, puis à un moment il y a quelqu'un qui part et on me dit tu veux le remplacer, et donc je débarque comme ça et je remplace la personne. Et à quel poste du coup ? Un poste de commercial en fait. Ok. Mais là pour le coup on me met dans le bain sans que je sache nager, tu vois. Enfin, j'ai appréhendé le métier un petit peu chez Ediard, je l'ai appréhendé sur le matériel un petit peu au Méridien, je l'ai appréhendé sur le service.
Mais après, j'y vais au doigt mouillé, tu vois. Et dans une espèce d'ambiance à la fois d'hystérie complète et très, très joyeuse. Vous étiez combien ? On était, je sais pas, en fixe, on devait être, avec les cuisiniers, on devait être quand même entre 15 et 20 personnes, et puis après, ça gonflait selon les événements, tu vois. Mais c'est drôle parce qu'on était à Paris, dans le 18e, dans ces immeubles en briques de la ville de Paris. Enfin, tu sais, tous ces immeubles qu'il y a en ceinture de Paris, oui, fait. Oui. Et donc, on était dans ces immeubles-là, et en fait, on occupait toute une partie des boutiques de la rue, c'est-à-dire que il y avait la lingerie qui était à un numéro, il y avait le matériel qui était à un autre numéro, il y avait la cuisine qui était à un autre numéro avec les bureaux au-dessus, il y avait l'appartement de la patronne qui était dans le même immeuble, en face il y avait la décoration et vous étiez disséminés en fait. Et on faisait tout, tu vois. Enfin, le cuisinier, il prenait le camion, il chargeait le camion, on l'aidait, on partait avec, on déchargeait, le maître d'hôtel donnait un coup de main. Enfin, il y avait un côté comme ça. Enfin, je me souviens de l'inauguration du siège de Hachette à Levallois. J'ai déroulé les rouleaux de pelouse à 4 pattes, tu vois, par terre. C'était hyper formateur. Ouais, grave. D'un point de vue, surtout d'un point de vue, on va dire, culinaire et esthétique. Et si tu veux, cette patronne avait aussi un œil absolument incroyable, c'est-à-dire qu'elle avait ce défaut d'arriver toujours à la dernière minute sur les événements, mais elle avait cette qualité de voir instantanément ce qui n'allait pas. Wow. Donc, le stress de dernière minute. Donc c'était le stress de dernière minute, mais qui était toujours vraiment justifié, si tu veux. Donc c'est aussi comme ça que tu acquiers un œil et que tu sais ce qui va et ce qui va pas. Et bon, si tu piges pourquoi, mais j'ai eu cette chance-là, tu vois. Et donc là, je suis resté 1 an et demi, je crois. Et j'ai rencontré des clients que j'ai gardés après tout le temps, en fait. C'était génial. Et est-ce que ton fichier EDIAR, là, à ce moment-là, il te servait aussi ? C'était plus les lieux qui les clients, non, il n'y avait pas de fichier client chez EDIAR, mais c'était plus la connaissance des lieux qui avait pu me servir. Et à ce moment-là, Sinclair est venu me chercher. Et là, autant, si tu veux, Yafa était à la pointe du traiteur sur la partie cocktail, autant Sinclair, qui avait dû être créé début des années 80, je dirais, ou quelque chose comme ça, était très en pointe sur la partie gastronomie. C'est-à-dire que tu avais à l'époque encore des traiteurs, enfin les grands traiteurs, les Lenôtre, les Régnier Marchetti, des maisons comme ça, étaient très traiteurs à l'ancienne, je vais caricaturer, mais c'était du torpilleur, enfin ces grands plats en métal où tu servais du filet de volaille à la chaîne. Et Sinclair, en fait, avait été créé, qui s'appelait à l'origine, François Clerc, avait été créé par François Clerc, restaurateur à Maison Lafitte, je crois, si mes souvenirs sont bons, étoilé Michelin, et très jet set, tu vois. Enfin, il était vraiment dans un monde de fête aussi. Et ce qui est drôle, c'est que tu as un parallèle entre Lenôtre et François Clerc, c'est-à-dire que Gaston Lenôtre était pâtissier, ça on le sait, à Pont-de-Mer, et en fait, il était sur la route de Deauville. Donc, en fait, toutes les grandes familles qui allaient aux courses, les Rothschild, les Lagardère, s'arrêtaient à Pont-de-Mer, ils achetaient la pâtisserie, on revenait acheter la pâtisserie, et puis ils disaient, Gaston, mais pourquoi vous n'ouvrez pas à Paris ? Donc, il a fini par ouvrir à Paris, le traiteur est né comme ça, et voilà. Et François Clerc, c'est la même chose, c'est ses clients qui lui disent, mais pourquoi vous ne faites pas de réceptif ? Pourquoi est-ce qu'il y a le restaurant, etc. Donc, François Clerc ouvre ce traiteur, et c'est le premier, en fait, à amener dans l'assiette, enfin grosso modo je caricature, avant on servait au plat, et là on va servir à l'assiette une gastronomie de restaurant. Donc c'est une vraie révolution dans le monde enfin révolution c'est un grand mot, un vrai changement, une vraie évolution dans le monde du traiteur en tout cas, et donc moi j'arrive chez Sinclair qui est dans cette mouvance-là, et qui est la maison la
plus réputé en termes de rigueur et de formation, si tu veux. Okay. C'est-à-dire que moi, j'arrivais sans savoir compter, grosso modo, mais en ayant le sens du produit. Et là, j'arrive et on m'apprend à compter. Et je continue, et on est venu me chercher aussi par rapport à toute cette clientèle un peu chauffe, médias, mode, etc. que j'avais avant. Et donc, je continue à garder cette clientèle chez Sinclair. Et donc, tu es toujours commercial à ce moment-là? Là, je suis toujours commercial. Et c'est là que je commence à m'occuper, par exemple, et aujourd'hui, je travaille toujours pour eux, de l'association pour le rayonnement de l'Opéra de Paris. Tu vois, je les connais depuis 30 ans, tu vois, c'est vieux clients comme ça. Et chez Sinclair, je rencontre plein de gens qui vont vraiment faire carrière dans ce milieu qui est un tout petit milieu. En général, on ne vient pas te chercher pour aller travailler dans autre chose, on vient te chercher pour aller vraiment à la concurrence parce que c'est une compétence très, très spécifique. Que se passe-t-il ensuite ? Je fais un bref aller-retour chez le nôtre. On vient me chercher, j'y vais. Ça me plaît pas, mais pour des raisons pas idiotes, mais très pratiques, qui est que c'est à plaisir, qu'à l'époque je conduis pas beaucoup et que ça me plaît vraiment pas d'aller bosser là-bas. Ouais, pas pratique. Et c'est surtout aussi que, comme dans beaucoup de métiers, en fait, tu ne progresses en termes de salaire que si tu changes de maison. Donc, j'ai progressé de salaire en allant chez le nôtre et Sinclair vient me rechercher. Au même poste, mais avec un salaire plus élevé. Au même poste, encore plus élevé que celui que j'avais avant. Donc, j'y retourne, j'y reste un certain temps. Et là, alors après, autre expérience malheureuse, je pars... En fait, je pose jamais les bonnes questions dans les entretiens, c'est ça le problème. Et donc, on vient me chercher avec un projet assez excitant. Il se trouve que une ancienne commerciale que j'avais connue chez Yes est à la Maison Blanche, au-dessus du Théâtre des Champs-Élysées, donc restaurant des frères Pourcel à cette époque-là. Et on vient me chercher en me disant que les frères Poussel veulent monter un traiteur et qui sera en un sens le premier traiteur étoilé à Paris, puisque ça n'existait pas à l'époque. Non, le nôtre n'était pas au Précathlon. Le Précathlon devait être étoilé, mais c'était... Ouais, c'est compliqué. En fait, c'est assez compliqué quand tu as un énorme... volume d'affaires et de chiffre d'affaires, d'avoir une gastronomie étoilée, tu vois, enfin d'avoir une prestation qui est au niveau des étoiles. Aujourd'hui, Ducasse peut le faire à travers ses événements, qui sont que des événements haut de gamme, si tu veux. Mais quand tu as le nôtre, où tu vas avoir effectivement des événements de grand prestige et des trucs un peu plus tout venant, tu vois, enfin ton pain surprise 3 étoiles, bon, moyen, quoi. Ça reste du pain surprise. Ça reste du pain surprise. Donc là, à travers les frères Poussel, je pense que l'idée était de monter un traiteur haut de gamme qui n'aurait servi qu'un produit étoilé. Et en fait, j'arrive et à peine arrivé, je rencontre les frères Pourcel, ce que j'aurais dû rencontrer bien avant. Et qui me disent, le traiteur, quel traiteur, tu vois. Donc en fait, c'était juste l'investisseur qui avait cette espèce de projet en tête et eux ne l'avaient pas du tout, tu vois. Mais tu avais passé des entretiens et tout pour ça ? Oui, j'avais passé des entretiens pour ça, mais pas avec eux. Mais ils n'étaient pas au courant ? Mais pas avec eux. Mais non, exactement. Donc le truc était super étrange, mais bon, voilà. Donc je ne reste pas très longtemps là-bas et je vais où ? Est-ce que c'est à ce moment-là ? C'est peut-être à ce... Je sais plus. Bon, il y a un épisode, je sais plus où il est exactement, mais après je pars chez Dalloyau. Donc là encore un travail de commercial classique, mais des belles années où on s'amuse vraiment, si tu veux, dans les événements qu'on imagine.
Et surtout, je commence à travailler sur le produit avec les chefs, sur les concepts, sur les appellations, sur toutes ces choses-là. Donc, tu amènes un peu de créativité. Donc, j'amène un peu de créativité. Enfin, il y avait de la créativité, mais je travaille aussi là-dessus. Et je commence aussi à m'occuper des opérations de RP de la maison dans leur conception, leur imagination et leur mise en œuvre. Après, on a un bureau de presse qui gère la partie purement relationnelle, mais moi, je m'occupe des événements en tant que tel. Ça dure quelques années, ça dure 8 ans. Qu'est-ce qui te plaît dans tout ça ? Ce qui me plaît, ce qui m'a toujours plu, en fait, dans l'événementiel, c'est le cirque, en fait. C'est le fait que tu poses le chapiteau un jour ici et que tu sais pas où tu seras le lendemain, ou tu sais où tu seras, en tout cas, c'est ailleurs, et que ce sera quelque chose de radicalement différent. C'est la diversité des gens avec qui tu travailles et je crois que ça me plaît d'autant plus que j'ai ce côté couteau suisse, si tu veux, qui est de aussi bien... Si tu veux, dans toutes ces grandes maisons, en général, tu as des chefs, effectivement, mais tu as aussi quelqu'un qui va s'occuper de la déco. Enfin, tu as plein de services support. Et moi, j'ai cette chance... je dis ça de façon assez modeste, quoi. Je peux potentiellement me passer du service support, c'est-à-dire qu'à un moment, même si je sais pas réaliser le menu, à un moment je sais l'écrire, je sais imaginer mon décor, je sais imaginer ma table. Je suis moins bon sur les vins, ça c'est très très mauvais même, mais j'ai un côté très créatif et en même temps je maîtrise la partie technique, si tu veux. Donc j'ai tout potentiellement pour m'amuser dans l'histoire et en plus pour avancer vite sur mes projets, si tu veux. Ouais, c'est clair, parce qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup des comme toi, en fait. Il y en a quelques-uns, mais effectivement, on n'est pas très, très nombreux comme ça. Donc c'est ça essentiellement qui m'amuse, et puis c'est aussi de le faire dans des moments, dans des maisons qui ont des moyens, d'une part. Et dans des moments, alors après il y a toujours des moments de crise un peu plus compliqués, mais j'ai quand même travaillé dans des moments où il y avait encore de l'argent, où on pouvait s'amuser et ce genre de choses, tu vois. Donc voilà. Et à l'issue de Dalloyau, j'ai une petite parenthèse où j'aide Gontran-Cherrier à... Comment j'avais rencontré ? Donc le boulanger. Donc c'était avant. Attends, ok. Donc il y a eu. Donc je pense que c'est avant Dalloyau. J'apprends que le Bon Marché est à la recherche, veut ouvrir un restaurant dans un très très grand espace. Et en fait, j'ai l'idée d'un truc qui n'existe pas à l'époque. C'est vrai. Et en fait, on imagine avec Gontran, avec Choucroune qui met Iñaki sur le coup. Ah ouais. Donc là, on balance beaucoup de noms, mais il y a peut-être beaucoup de gens qui ne savent pas qui sont tous. Alors, à l'époque, Gontran est un jeune boulanger plein d'avenir. Iñaki est un chef plein d'avenir. Et il n'a pas encore son resto, Iñaki ? Il n'a pas encore son resto. Il vient de partir il est passé par chez Choucroune. Et Choucroune est un chef installé à côté du Luxembourg, Gilles Choucroune, qui marche plutôt bien sur une cuisine plutôt métissée, on va dire. Et avec un designer qui s'appelle Christophe Delcourt, qui est un jeune designer à l'époque, on travaille sur un restaurant qui serait sur le principe... qui serait d'une part sur le principe d'un appartement, ce qui n'existe pas à l'époque, quoi. Ouais. Où on aurait et une cuisine ouverte, et un salon où on pourrait manger, et une salle à manger, et pourquoi pas une chambre, ça je sais plus, j'ai oublié. Donc le truc est vraiment imaginé comme un appartement, et qui est en même temps une vitrine du grand magasin,
où les choses évoluent en fonction des thématiques du grand magasin et en fonction des saisons. Avec la possibilité aussi pour des marques d'investir le restaurant. Et donc, le projet est vraiment un truc qui n'existe pas à Paris à l'époque. Et donc, on travaille là-dessus. Mais là, les circonstances... comment est-ce qu'on dit ? Géopolitique nous rattrape. Et je ne sais plus ce qu'il y a à l'époque. Quelle guerre, le truc tombe à l'eau. Voilà. Donc, j'arrive chez Dalloyau. On est en quelle année, là ? On est... Attends, il faut que je calcule parce que je ne sais plus, mais franchement, je ne sais plus. On doit être au début des années 2000. Ah ouais, on est toujours début 2000. Ok. Je pense, puisque après, on est en 14, milieu des années 2002, 2004, 2005, un truc comme ça, je ne sais plus très bien. Donc, je pars chez Dalloyau, ce projet ne marchant pas, et je retrouve Gontran à la fin de Dalloyau, qui veut ouvrir sa première boulangerie. Et donc là, on travaille ensemble sur tout le concept. Là encore, produits, déco, services, etc. Celle de Montmartre ? Et celle de Montmartre, exactement. C'est toi qui as travaillé dessus ? Oui, tout à fait. Je ne savais pas. Voilà. Donc, je travaille là-dessus avec Gontran, on fait l'ouverture, blabla, je me retire du projet après. Et donc là, t'es complètement dans la créativité, en fait, dans la création. Oui, complètement. Ouais. Mais toujours en m'appuyant sur en étant plus un metteur en scène ou la personne qui va relier. Non, mais un chef d'orchestre, effectivement, parce que à un moment, j'ai des idées sur les choses, mais. Oui, chacun est expert. Chacun est expert dans son domaine. Après, c'est effectivement comment tu fais comprendre à un chef que non, peut-être plus que ou moins ou voilà. Mais jamais je me substitue à la personne pour lui dire c'est comme ça qu'il faut faire. Ouais. C'est d'être plus subtil. Et donc, j'arrive chez Le Nôtre. Où en fait j'avais plein de potes de mes anciens postes qui étaient là. Je commence au Pré-Catelan en tant que responsable du développement, sur toute la partie événementielle. Donc il y a les salons et à côté, mais ça je m'en occupe pas. Donc il y a Frédéric Canton, chef 3 étoiles. Et au bout d'un an, on me propose de m'occuper des grands événements. Donc les grands événements chez Le Nôtre, en général, un grand événement, c'est plutôt un événement qui va durer plusieurs jours. Ça peut être un prix automobile, ça peut être un salon du Bourget, ça peut être Farnborough en Angleterre, ça peut être un Roland Garros, c'est ce genre de choses. Et franchement, c'est pas le genre de truc que j'avais envie de faire avant. Ah. Parce que c'est des domaines qui m'intéressent pas, l'automobile, l'aéronautique, voilà, pas forcément. Qu'est-ce qui t'intéresse toi à ce moment-là ? Moi, je suis plutôt toujours sur une clientèle un peu luxe et brillante, quoi, on va dire. Mais j'accepte quand même. Et en fait, le truc me plaît vachement. D'une part parce que je continue à garder à côté quand même une clientèle qui n'est pas que cette clientèle-là, mais parce que c'est aussi des événements où là, c'est pas un orchestre de chambre avec qui tu joues, c'est vraiment un philharmonique. C'est-à-dire que quand tu es sur par exemple, le salon du Bourget, en fait, tu as 2 grands salons en Europe qui sont le salon du Bourget, je ne sais plus si c'est l'année paire ou impaire, et l'année suivante, on bascule sur Farnborough en Angleterre. Donc, tu peux avoir la chance de suivre tes clients qui sont des clients étrangers de l'autre côté si ça s'est bien passé à Paris. Et donc, ça veut dire que pendant 1 an, tu travailles sur le Bourget. Et quand tu as fini le Bourget, tu travailles pendant 1 an. Donc, c'est vraiment des projets à long terme. Et quand tu fais un bon Bourget, tu peux avoir, alors si tu as 5 clients, c'est pas un bon Bourget. Si tu as 10 clients, ça commence à être un bon Bourget. Et si tu as 15 clients, c'est un très bon Bourget. Wow. Mais quand tu as 15 clients, ça veut dire que chaque client reçoit chaque jour entre 50 personnes si c'est un petit client et 500 ou 600 personnes si c'est un gros client.
Donc et toi, tu gères tous les événements à la fois. Donc, toi, après, tu as une équipe avec qui tu travailles, bien entendu. Mais tu travailles quand même 1 an à mettre ça en œuvre, en travaillant sur les propositions, sur les menus, sur le matériel, après tu as toutes les contraintes du lieu, les contraintes de sécurité, les contraintes de logistique, les contraintes de livraison. C'est pas toi qui t'occupes de monter les équipes, ça c'est d'autres personnes, mais toujours est-il que tu te retrouves avec des équipes qui sont tu as plusieurs centaines de maîtres d'hôtel qui débarquent tous les jours, si tu veux, pour bosser pour toi et de cuisiner. Donc, c'est de ce point de vue-là, ça reste des souvenirs très... c'est des opérations hyper stressantes et hyper excitantes quand c'est... Enfin, pendant que tu le vis, et après, tu es hyper content de l'avoir fait, quoi. Ouais, hyper gratifiante, quoi. Ouais, et à ce moment-là, du coup, moi, je suis en train de penser aux outils en fait que tu utilises parce que je sais que plus justement tu travailles avec du monde, plus tes outils doivent être au carré et tout. Est-ce que tu avais Excel à ce moment-là ou sur quoi tu travailles? Attends, j'ai quand même un ordinateur à cette époque-là. Attends, j'ai eu un ordinateur dès mon premier job chez Yes, quoi. Enfin, voilà. Ah, sérieux? Oui, okay. Après, non, alors là, on était sur je pense qu'on était sur des trucs vraiment archaïques. Je pense je savais pas, non, il n'y avait pas de Excel parce que j'ai conservé longtemps les fichiers et c'était pas du tout des fichiers Excel. Mais non, c'est ça, pour moi, c'est arrivé tard. Je sais même pas si ça s'appelait Word à l'époque, mais c'est des listes que tu tapais sur ton ordinateur, quoi. C'est ça. C'était des trucs comme ça. Mais non, là, quand tu travailles là-dessus, t'as vraiment, t'as tous les outils possibles et imaginables. Mais ça reste en même temps hyper artisanal, et quand tu es dans le truc après, c'est de la démerde qui est que sur ton vélo, parce qu'en plus tu te déplaces en vélo, il n'y a plus le lait, tu vas le chercher à 300 mètres en vélo et tu le ramènes, quoi. Enfin, après, c'est une espèce de... C'est un énorme truc où tu passes ton temps à gérer des trucs microscopiques, en fait. Ouais. Et c'est assez marrant, quoi. Ah, c'est dingue. Tu fais ça combien de temps, du coup? Et ça, je dois le faire 6 ans, je pense, à peu près. 5 ou 6 ans. Donc, à la base, ça te plaisait pas plus que ça d'y aller. Et après, finalement, les 6 ans passent tout seuls. Super bonne équipe. Enfin, et puis le nôtre, une maison ultra attachante. Est-ce qu'ils savent que tu avais rencontré Gaston quelques années auparavant? Je sais pas s'ils avaient rencontré ou pas. Mais, à un moment, on me demande de m'occuper d'abandonner les grands événements pour prendre en charge la création de produits événementiels. Qu'est-ce que c'est la création de produits événementiels? La création de produits événementiels, c'est 2 fois par an. Tu travailles avec les chefs sur ce qui sera la carte de la saison. Enfin, tu travailles presque à 1 an, ouais. Ou à 6 mois en tout cas, oui, comme dans la mode, sur les cartes suivantes, leur contenu, ce qui va rester, ce que tu vas changer. Je travaille sur des tendances, sur des moodboards. Donc là encore, moi je suis pas chef, donc je vais pas leur dire vous me faites un poulet au morille. Je veux dire, à un moment, je dis il me faut une volaille, quoi, tu vois. Enfin, cet ordre-là, il me faut une volaille et il faut qu'elle coûte tant, quoi. Il me faut une volaille à 15 €, il me faut une volaille à 25 € et il me faut voilà. Donc c'est ça pour le coup, c'est des trucs de tableur avec des cases à remplir et des recettes à faire. Mais à côté, il y a des trucs. Mais à côté, il y a un carnet de tendance, un carnet de benchmark, ce genre de choses, tu vois, qui sont des choses que je fais aussi. Ah, c'est génial. Et donc, ça veut dire que pendant un certain temps, tu es sur la conception des cartes sur le papier, après tu es sur le testing, sur le retesting, sur le re-retesting, jusqu'au moment où tout est validé. Après, tu as des gens qui passent au chiffrage de tout ça. Si on voit que ça colle pas, on retravaille les produits aussi en fonction de ça. En parallèle, on met en place le shooting. Donc ça, je m'en occupe. Enfin, je shoote pas, mais je travaille avec le photographe. Je m'occupe du stylisme. Quand tout ça est fait, on travaille avec la communication sur les brochures, sur tous les supports de communication. Et donc ça, c'est pour les cartes. Et comment tu t'inspires? Est-ce que tu vas dans les milieux de la mode, du cinéma ou de... Alors,
si tu veux, on n'avait pas forcément moyen de faire appel à des carnets de tendance ou à des trucs comme ça. Vous n'aviez pas les moyens chez Le Nôtre ? Si, on aurait pu les avoir, mais on le faisait pas nécessairement. Et après, c'était... effectivement, je découpe beaucoup de presse, je classe des trucs quand je vois une thématique qui me semble intéressante à développer. Voilà. Puis à partir du moment où tu commences à regarder un truc, tu vois la chose un peu partout. Donc les éléments viennent s'agglomérer les uns aux autres et ton mood board, il se fait, je ne vais pas dire facilement, mais les choses viennent se compléter. Ouais, ça se fait assez naturellement, quoi. Donc après, ça peut être, oui, effectivement, une série mode, une série déco, une série food. Une exposition, ça peut être plein de choses, tu vois. En étant en même temps sur des termes assez... Il ne faut pas que tu t'enfermes dans un truc, l'année aquatique, quoi, non, parce que ça ne va pas aller, tu vois. Tu vas être sur... je sais même plus ce qu'on avait, quoi, tu vois. Il y avait un truc qui s'appelait... Nocturne parisien, tu vois, par exemple, pour un truc d'hiver. Donc, tu vois, tu es dans un truc qui est évocateur et en même temps très, très flou. Donc, c'est toi. Ça peut être tout. Ça peut être tout, tu vois. Donc, c'est toi qui crée ton univers, qui va lui trouver un titre évocateur où les gens peuvent percevoir plein de choses. Parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit trop réducteur, tu vois. À un moment, si tu fais il faut qu'il puisse s'identifier. Si tu fais ton hiver aquatique et que tu dis au client, chez nous, cet hiver, c'est hiver aquatique. Non, moi j'ai pas envie, j'aime pas l'eau, donc bon. Mais je caricature, mais c'est quand même ça, tu vois. Donc, il faut rester ouvert au maximum et tout en réussissant à avoir chaque fois des univers visuels quand même très très typés, on réussissait à être très très large. Donc je fais ça, j'épaule en même temps toute l'équipe commerciale sur toutes les demandes spéciales, toutes les thématiques particulières dans le travail avec les chefs. S'il y a des chefs extérieurs, je peux les épauler aussi là-dessus, sur des thématiques de déco. Et par ailleurs, le nôtre, en fait, a été... donc quand j'arrive, le nôtre, à ce poste en tout cas, le nôtre fête ses 60 ans. Et depuis, à ce moment-là, depuis 20 ans ou 25 ans, le nôtre a été la première maison à initier la bûche médiatique de Noël. Ah, c'est la première. C'était les premiers à faire ça. Nous, c'était ces bûches-là à la maison. D'accord, ok. Donc, et en fait, pendant 25 ans, tous les plus grands de Lagerfeld, à Givenchy, et dans des domaines très différents, puisque Stark l'a fait aussi, Sampé l'a signé, Lolita Lempicka... plein de gens l'ont signé. Donc, on demandait à un créateur de renom de dessiner la bûche, mais d'imaginer aussi quel serait son goût. Donc, ce qui a donné des trucs, genre Stark qui dit « Je veux que la bûche ait un goût de bûche ». Ok, merci, monsieur Stark. Donc, ce qui fait qu'ils ont fait une bûche avec un goût tourbé, par exemple. Ouais. Enfin, un goût j'allais dire de terre, mais tu vois, de terroir, en fait, tu vois. Mais à un moment, le goût du créateur n'est pas forcément le goût le plus parlant pour le client, tu vois. Donc, on se dit 25 ans, ok, c'est bon, ça suffit. Ça suffit, on va passer à autre chose. Et en fait, moi, je propose... Et à côté de ça, après, on enchaînait sur la galette. Oui, c'était les fèves, non ? Qui était avec les fèves, etc. Ouais. Et là, on était plutôt sur une marque associée à ce moment-là. Donc, c'était Fragonard, c'était Lacoste, c'était ce genre-là. Et donc, à un moment, je dis... essayons d'avoir un fil conducteur sur les deux événements, puisque de toute façon, on est sur 2 mois de communication. Donc, autant faire comme ça. Imaginons un thème, confions-le plus à un artisan qu'à un grand nom de la mode ou à une marque, et tirons le fil comme ça. Et donc, on commence, et à l'occasion des 60 ans, on travaille avec une designer papier qui s'appelle Marianne Guély, qui nous fait qui nous amène une maquette absolument dingue. Et je me souviendrai toujours, donc on est autour de la table, enfin on l'a briefé, on est sur un thème de Noël très enneigé, très animaux et très forêt. Et elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle découpe du papier, quoi. Elle est dans un travail d'une extrême finesse, quoi. Et
Donc on est au pavillon Élysée avec les chefs, tout assis autour de la table, le DG, elle amène son truc. Donc elle a fait la maquette de la boîte aussi, puisqu'elle travaille le papier. Donc la boîte est sublime. Elle ouvre la boîte. Et là, grand silence autour de la table, qui est pas j'aime pas, qui est mais comment on va réussir à faire ce truc? C'est-à-dire qu'elle a découpé, elle a découpé des petits animaux qui sont tout autour de la bûche, partout comme ça. Et je sens que les mecs se disent comment on va faire? Alors, ils ont déjà eu le truc avant, si tu veux, quand il y a eu la bûche Hermès, c'était un truc délirant où il avait fallu donner par l'alimentaire l'impression du cuir, l'impression du foulard, enfin tous ces trucs-là, si tu veux. Donc ils ont l'habitude. Ils ont réussi. Ils ont réussi. Enfin, ils ont l'habitude de ce genre de challenge. Mais c'est effectivement des moments qui appellent à se remettre en cause et à trouver des nouvelles techniques, si tu veux. Donc bon, ils voient le truc, c'est un mauvais moment à passer, si tu veux, et on a trouvé la technique. Voilà, ils ont acheté une machine particulière, un truc de découpe au laser ou je sais plus quoi, si tu veux. Et de découpe au laser, du coup, il doit découper quoi? Parce qu'elle l'a fait en papier, mais là, c'était du chocolat. C'est du chocolat, en fait. Le papier était remplacé par du chocolat. J'ai très envie de voir des photos après de ce que ça donnait. Mais j'ai pas mon ordi là, mais je t'enverrai des photos. C'était très beau. Et donc, je m'occupe de trouver un thème, de trouver l'artiste qui va avec. Avec l'artiste, ensuite, on travaille sur la forme de la bûche ou la forme de la galette, et puis ce qui va aller autour, c'est-à-dire ça peut être les boîtages, ça va être la couronne, les fèves dans la forme ou dans le dessin, et plein de petits accessoires qui vont aller avec jusqu'aux vitrines et jusqu'au lancement presse en fait. C'est incroyable, je suis en train de me sentir d'autant plus liée à toi parce que ma famille était vraiment très dessert le nôtre pour les bûches et pour les galettes. Donc on avait quasi toutes les fèves, toutes les couronnes et tout. Donc j'ai l'impression que tout ce que tu as créé finalement je m'en suis nourrie. Je ne me souviens pas de cette bûche qui était une bûche très blanche avec le découpage. Le découpage. Dans une boîte en papier blanc qui s'ouvrait comme un pop-up. Je sais plus trop, mais c'est vrai que les bûches, on avait aussi une habitude, et parce que moi j'adore le marron, de prendre la châtaigneraie. Donc on regardait la bûche qui se faisait. Mais on prenait le châtaigneraie quand même. Qui était un délice. Voilà. Et donc, donc ça dure 4 ans, je crois que je fais 4 Noël. Et donc là, à ce moment-là, qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Ce qui me plaît, le travail purement... c'est à la fois un travail créatif et c'est un travail hyper organisé parce que tu as des timings à tenir. On n'est pas comme dans une maison de couture où on est 40 à travailler sur le sujet, tu vois. Enfin, donc, moi, là encore, je fais plein de choses autour du truc, tu vois. Je suis porteur du projet et il y a toute une équipe à motiver, à faire travailler, à faire parfois retravailler, ce qui n'est pas forcément hyper... Je veux dire, quand un chef, il te présente un truc qui lui semble abouti, il faut trouver les bons mots pour lui dire que non, ça serait peut-être mieux autrement, ou que c'est pas assez, ou que c'est trop. Voilà. Et même gérer les talents de l'autre côté, enfin, ceux avec qui vous collaborez. Et eux aussi, effectivement, à faire en sorte que... parce qu'on est... Enfin, je veux dire, mais même quand tu travailles quand tu commences... Enfin, ton Noël est fini, en janvier, tu commences à travailler, ta galette est finie, tu commences à bosser. Enfin, en général, tu as déjà réfléchi sur les gens avec qui tu allais potentiellement travailler l'année suivante, tu as déjà commencé à réfléchir à tes thématiques, mais tu mets très vite les choses en place parce que ne serait-ce que ta boîte de bûches, il faut qu'elle soit dessinée, il faut qu'elle soit maquettée, il faut faire les essais, il faut trouver les producteurs, c'est souvent fabriqué en Chine, mais tu sais que tu en auras besoin au mois de juillet pour ton shooting parce que tu as ta présentation presse en septembre. Donc voilà, enfin, ton truc, il est prêt. Ton truc du mois de décembre, il est prêt en juin, quoi. Il est prêt 6 mois avant. Dans un monde idéal.
Et c'est toi qui négociais aussi avec les créateurs, avec les Jean-Paul Gaultier Alors moi, j'ai pas travaillé avec tous ces gens-là. Moi, je suis vraiment arrivé après avec Marianne Guély, avec Michael Caillou. Voilà, donc ça c'était. Et c'est toi qui vas les voir. Et c'est moi qui vais les voir, qui leur vend le projet. J'imagine qu'en tant que le nôtre, tous avaient envie effectivement, de travailler avec les vous, portes s'ouvrent assez facilement quand c'est comme ça, quoi. Enfin, tout le monde a. Parce que derrière, effectivement, il y a aussi des moyens pour mettre en œuvre leurs idées et leur création jusqu'à la présentation presse, quoi, qui était toujours faite de façon très. Enfin, c'est toujours des très très beaux moments, quoi, donc qui mettaient bien en valeur le travail. Donc c'est là encore tout le fait de toucher à toutes ces choses différentes et à les agencer ou à les mettre en œuvre les unes avec les autres pour arriver à cette chose finale au beau moment. Donc là, tu fais combien de temps à ce poste-là ? Et là, je fais 4 bûches et galettes et je sais pas, je dois faire 6 ou 7 collections, quoi, jusqu'au Covid. Ok. Ah, donc le Covid arrive à ce moment-là. Le Covid arrive à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe au Covid ? Et donc le Covid, voilà, ce monde de l'événementiel s'écroule. Je quitte le nôtre. Tu le quittes parce que justement c'est le Covid et non, c'est effectivement on me propose de rester, mais je choisis de partir parce que je me dis que de toute façon après ce sera plus la même chose. Je veux dire, quand il y a beaucoup de gens qui partent d'une maison comme ça, quand c'est les gens qui sont les plus âgés, qui ont un savoir-faire incroyable, tu te dis que forcément la maison sera plus nécessairement la même après. Et puis tu sais pas si ça repartira non plus. Ouais. Donc après il y aurait eu un confort à rester, mais bon, je reste pas. Et je me dis que c'est le moment de passer à autre chose. T'avais des idées déjà sur ce que tu voulais faire ? Sauf que je sais pas vraiment, parce que je veux dire, tu pars en plein Covid, donc tu sais pas si l'événementiel va repartir un jour ou même si tu ressortiras de ton appartement un jour. Donc, Et toi, c'était vraiment l'événementiel que tu voulais faire ? Et moi, c'était vraiment l'événementiel. Sauf que, donc avant le Covid, j'avais commencé à acheter un peu compulsivement de la vaisselle. Et à faire des tables. Et qu'à un moment, on m'a dit, mais tu vas faire quoi toute cette vaisselle ? Il faudrait peut-être faire un livre. Et donc, l'idée du livre est venue comme ça, petit à petit, renforcée par le Covid, en ce sens que le Covid a été un moment où tout le monde en a profité pour faire beaucoup de rangements, pour ouvrir ses placards, pour dire c'est quoi ce truc, on garde pas, c'était la belle-mère, on peut pas le jeter, ouais mais c'est moche, oui mais regarde, si tu le mélanges à ça, ça peut devenir joli, blabla. Et puis c'est un moment aussi unique où dans les familles, on s'est retrouvés à passer 3 repas par jour, 7 jours sur 7, ensemble, et à devoir réinventer, ce qui n'était jamais arrivé et ce qui ne réarrivera, on l'espère, probablement jamais, et à devoir réinventer ce moment comme un moment de convivialité et d'amusement. Donc, dans le livre, il y a ces 2 principes qui est mélangeons les objets, amusons-nous avec, un principe de mix and match très, très plus anglo-saxon que français, avec des objets qui ne sont pas forcément des objets de valeur, puisque moi j'avais acheté beaucoup de trucs en brocante, en vide-grenier, chez Emmaüs, ce genre de choses. Et puis cette idée qui est que la table est prétexte à célébration pour les fêtes calendaires, pour les grandes fêtes familiales, mais aussi pour un plateau repas tout seul devant la télé parce qu'il y a ta série favorite qui sort, ou parce que ta meilleure amie s'est fait plaquer, qu'on va faire un dîner de filles pour la consoler, mais que de toute façon il était tellement idiot que on va célébrer ça, quoi. Ouais. Donc c'était ça un peu le principe du livre, avec donc des tables. Donc j'avais mes tables en fait. Donc à partir des tables, j'écris des histoires de tables, en ce sens qui est monsieur et madame machin reçoivent un tel dans telle circonstance, les fiançailles, la rupture, Pâques, tout ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on fait à manger dans cette vaisselle-là ? Et alors que je cherche un éditeur, je contacte Sonia Asgulian, qui est une grande cuisinière de la
contrainte, puisque Sonia a été la première à cuisiner les épluchures, à cuisiner les restes, ce genre de choses, et qu'elle aime bien cet aspect, enfin cette entrée-là sur... voilà. Donc, en fait, elle imagine les plats, les 32 recettes qui iront avec ces 32 tables. À partir de la vaisselle, quoi. Et de l'histoire que et de l'histoire. Donc, on a des tables, des histoires, des recettes et des histoires d'objets également, qui sont des histoires de table. Et tous ces objets sont les tiens. C'est vraiment une passion. Et tous ces objets sont les miens. Et ça, tu l'as depuis toujours ou non, c'était juste avant le Covid? Non. Si, j'ai toujours collectionné, mais je dirais à un moment, l'endroit où je vis a ses limites aussi. Donc, il y a beaucoup d'objets, mais la vaisselle, c'était pas du tout plus que ça un élément de collection. Donc, je ne sais même pas si on peut parler de collection. En fait, c'est des achats que j'ai faits par rapport à un livre. Enfin, j'ai beaucoup d'assiettes, mais je ne collectionne pas les assiettes. Tu vois, enfin, ou je ne collectionne pas les verres. Mais surtout que pour moi, tu fais aussi pas mal de dépareillés. En fait, tu sais assembler des choses qui ne sont pas forcément les mêmes. C'était l'idée du livre, dans le mix and match, de marier des choses qu'on ne marierait pas nécessairement, mais y compris en nappage, en art de la table, qu'en fleurs, quoi. C'était ce mélange. Et en fait, à travers ce premier livre, qui tombe plutôt bien parce qu'on est dans un moment où tout le recyclage, les secondes mains est en pleine effervescence et en montée en puissance. Je commence à avoir des missions autour des arts de la table et pas qu'avec des choses anciennes ou des choses vintage. Grâce au livre en partie. C'est dingue. Et donc je me mets à travailler pour une marque de champagne notamment qui me demande de réimaginer. Donc toutes les marques de champagne la plupart des marques de champagne ont une maison de famille. Donc là, on me demande d'imaginer comment la famille de cette maison de champagne recevrait aujourd'hui, en fait. C'est la Champagne depuis 6 ou 7 générations, et on me dit comment monsieur et madame recevraient aujourd'hui dans la maison de famille. Est-ce que monsieur et madame existent encore? Il y a un descendant, en fait. Il y a juste un descendant, mais qui ça n'appartient plus à la famille du tout aujourd'hui. Ça appartient à un grand groupe, si tu veux. Donc, dans l'imaginaire, il faut on est plus dans une logique de très marketée autour de la marque que de personnalisation de la façon dont on va recevoir. Ce qui est d'autant plus, je ne sais pas si dommage est le terme, mais qu'en même temps, on travaille avec un chef 3 étoiles, donc on a un menu de très haute qualité et qu'il faut raconter une vraie histoire globale, si tu veux. Donc ça, c'est par exemple une de mes premières missions où pendant plus d'1 an, enfin pendant 2 ans même, on a travaillé ensemble sur ce qu'étaient les arts de la table au fil des menus du chef, en travaillant avec des grandes maisons françaises, mais aussi avec des céramistes, avec des pièces vintage d'antiquaires, des pièces chinées aux puces, toutes ces choses-là. Et est-ce que le grand public, on peut le voir ou... Non, parce que c'est après, si, moi je poste des photos si tu veux de temps en temps, mais c'est destiné à qui du coup? C'est destiné, en fait, comme c'est une maison extrêmement pas du tout confidentielle, mais très très haut de gamme et discrète, très discrète, tout en étant un des meilleurs champagnes et un des plus réputés, si tu veux. C'est vraiment pour... Il y a des maisons de champagne où, grosso modo, en payant ou en ayant une relation, tu pourras aller déjeuner. Là, on est vraiment sur, chaque jour, entre 5 et 10 personnes qui viennent déjeuner, mais qui vont être des grands clients, des vrais amoureux de la marque, des ambassadeurs, des chefs qui servent ça dans leur restaurant. Tu vois, il y a un vrai lien et c'est pas du tout galvaudé. C'est vraiment... J'aime pas l'idée de select ou de sélection, mais oui, c'est ça. Il y a vraiment un vrai lien entre les personnes qui viennent, un vrai lien affectif entre les personnes qui viennent et la maison. Et c'est pas marketé du tout, quoi. Parce qu'en fait, nous, on le voit pas, du coup. Et non, c'est hyper discret, en fait. Comme dans... Si, après, t'as... Oui, ils communiquent pas autour de ça, si tu veux. C'est pas comme...
un Ruinart, s'il faut le citer, qui fait des choses très belles aussi, mais où tu as un brunch où tu peux aller, qui vont faire des opérations où tu vas pouvoir aller assez facilement. Là, on n'est pas du tout là-dedans et c'est un axe de communication par rapport à des clients ou des prospects, mais pas par rapport à un grand public. Okay. Voilà. Donc, il y a ça. Après, je peux faire des guidelines pour des marques qui est comment telle marque de cognac va recevoir à travers le monde. C'est-à-dire que moi, je fais une sélection d'art de la table, donc des choses essentiellement françaises, puisqu'on travaille pour une marque française. Donc, à un moment, on doit faire rayonner ces savoir-faire hexagonaux. Donc, ça, après, c'est des choses qui sont envoyées aux différentes filiales à travers le monde, qui en font ce qu'elles veulent, mais je veux dire, ça a le mérite d'exister et de poser des bases. Et donc là, c'est les arts de la table aussi. Donc, ça découle toujours du livre. Oui. Ouais, mais ça, c'est des choses qui ont... Enfin, les choses, après, s'enchaînent les unes aux autres, si tu veux. Donc, comme je fais ça, après, je me mets à travailler aussi pour... alors, ça, c'est plus événementiel, mais ça peut être pour des agences événementielles où je vais m'occuper uniquement de la direction artistique de la partie table, ou ça peut être, pour ne pas les citer, tu vois, j'ai accompagné Baccarat pendant 1 an sur qu'est-ce qu'on met sur une table Baccarat. Alors, il y a 2 missions. Il y a une mission qui était comment Baccarat reçoit. C'était essentiellement pour la France, place des États-Unis. Donc, tu as 3 gammes, qui sont en caricature. Il y a le rouge chez Baccarat, l'or et l'argent, tu vois. Donc, on a mis en place 3 arts de la table qui vont avec les produits Baccarat, en fait. OK. Pour 3 façons de recevoir. Et puis après, je les ai accompagnés pendant 1 an. Donc, à ce moment-là, ils n'avaient pas encore... Là, maintenant, ils développent, si tu veux, leur ligne d'art de la table, de porcelaine notamment. Mais à ce moment-là, ça n'existait pas encore. Qui était, au fil des saisons, qu'est-ce qu'on met en boutique sur les tables de présentation avec les produits Baccarat. Les assiettes, le nappage, la décoration florale, etc., les accessoires. OK. Donc des choses plutôt métier un peu bizarre, mais excitant. Donc finalement, amusant en tout cas. Et finalement, la sortie du Covid s'est bien passée. Bah oui, bien sûr, il y a eu ça. Et puis l'événementiel est reparti comme jamais avant. Donc effectivement, aujourd'hui, j'ai aussi mon activité d'événementiel qui continue à travers des déjeuners ou des dîners ou des cocktails plutôt haut de gamme, parce que j'ai la chance d'avoir une clientèle plutôt haut de gamme, avec chaque fois des histoires qui sont vraiment racontées en tirant sur le fil, quoi, dans le détail. Comme nous, génial. Quand on travaillait avec nos oranges, nos agrumes, voilà. Ouais, c'était un détail, mais qui a marqué tout le monde, quoi. Quand tu me parlais des cascades de fruits, je me suis dit, ça y est, je comprends. Et est-ce que tu as des projets pour la suite? Est-ce que tu as des rêves, des objectifs? Des rêves écoute, donc il y a eu un 2e livre, depuis quand même, qui s'appelait Recettes pour un porte-couteau, qui était un peu sur le même principe que le premier, avec un titre. C'est tellement mignon comme titre. En fait, là, j'ai demandé, toujours avec Sonia Asgulian, j'ai changé de photographe, mais j'ai continué à travailler avec Sonia. Donc j'ai dit à Sonia de choisir des porte-couteaux, d'imaginer les recettes qui allaient avec les porte-couteaux, et à partir de là, moi, j'ai imaginé la table qui allait avec les porte-couteaux. Donc vous l'avez fait dans l'autre sens. Et la recette, on l'a fait dans l'autre sens, là. Donc des livres, pas forcément dans l'immédiat, même si j'ai 2-3 idées, mais c'est quand même énormément de boulot, énormément d'investissement. C'est des super cartes de visite, mais c'est quand même... Enfin, attends, je sors un peu lessivé quand même. Donc, non, plutôt continuer en événementiel et continuer à faire des jolis événements, c'est surtout ça, quoi. Merci pour tout ça. J'ai quelques questions. Oui. Après avoir traversé toutes ces époques, est-ce que tu as des regrets de choses que tu as faites ou pas faites pendant tout ce chemin? Des regrets de choses que j'aurais faites comme ça, non. Ou pas faites? J'avais une copine qui disait qu'il vaut mieux des remords que des regrets. Je suis complètement d'accord. Donc, remords, ça veut dire que tu as fait les choses, c'est bien. Mais bon. Exactement. Et des regrets de choses que je n'ai pas faites à titre professionnel.
Je cherche et je préfère pas en avoir, en fait. Ouais, mais complètement. Mais en fait, ça m'étonne pas. C'est justement, le podcast s'appelle Les gens qui font, parce que c'est les gens qui écoutent leur cœur et qui passent à l'action, malgré les doutes. Et j'ai l'impression que tu as toujours suivi ton cœur, finalement, et que tu t'es pas attardé sur est-ce que je peux, est-ce que je sais, tu l'as fait. Oui, puis tu vois, enfin, il y a des maisons pour qui j'aurais... Tu vois, par exemple, Potel et Chabot, une maison, c'est l'endroit où j'ai le postulé le plus. Enfin, j'ai dû envoyer des CV 10 fois dans ma vie. Enfin, chaque fois que je citais un job, j'écrivais chez Potel, si tu veux. Le truc s'est jamais fait. Je vais pas dire que je regrette de pas avoir travaillé pour eux. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Le truc, ça devait pas se faire, tu vois. Enfin, c'est comme quand tu vas au puce, c'est que il y a un objet, tu te dis, je l'aime bien, et puis tu reviens, il est plus là. Il était juste pas pour toi, quoi. Il était pour quelqu'un d'autre, et s'il avait été pour toi, tu l'aurais pris tout de suite, tu vois. Donc. Mais surtout quand j'imagine. Le regret de ne pas avoir fait quelque chose, c'est même pas de ne pas avoir été chez un tel parce que tu as postulé et tout ça. C'est plutôt le regret d'avoir dit non à quelque chose. Mais par peur, quoi. Non, je crois pas. Ouais, mais non. Encore une fois, ça m'étonne pas. Et du coup, en découle une deuxième question. J'en ai toujours dans ma besace. Il y en a combien comme ça qui... J'en ai quelques-unes. T'inquiète pas, on arrive à la fin. 16h46. Justement, moi, ce podcast, il est aussi là pour inspirer les gens. Ouais. Et il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas effectuer ces passages à l'action, qui écoutent beaucoup la peur. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un, justement, à qui il faut un dernier conseil pour OK, j'y vais, je passe à l'action et on verra. C'est compliqué parce qu'en même temps, je suis vraiment pas du genre à sauter dans le vide, si tu veux. Donc, je suis hyper rationnel en même temps. Donc, c'est... Non, c'est juste qu'il faut être heureux, quoi. Enfin, il faut pas s'enfermer dans un truc qui te rend malheureux, quoi. Ouais. Même si c'est compliqué, il faut trouver les bonnes personnes qui t'aideront, qui te supporteront, qui t'hébergeront si tu quittes quelqu'un, qui... voilà, mais il faut surtout se dire qu'on est... on a la chance, toi, moi, d'autres, de toujours être à une ou deux personnes de nos rêves, quoi. Ouais. C'est ça qui... Et on passe notre temps à ça, à actionner nos carnets d'adresses, à appeler des gens, mais parce que notre rêve, il est juste à portée de 3 coups de téléphone, en fait. Ouais. Donc, je caricature, ça peut être beaucoup plus long. C'est pas parce que tu es la 3e personne que ton rêve va se réaliser. Ça peut prendre après des années. Mais il faut vraiment... je veux dire, en ce moment, je passe mon temps... je suis plus tout jeune, mais je passe mon temps à semer des graines, quoi. Ouais. Enfin, parce qu'il le faut, quoi. Parce que parce que j'en ai envie, et parce que j'ai envie de projet, parce que j'ai pas envie de retraite, parce que je m'amuse dans ce que je fais et que j'ai envie que ça dure, quoi. Tant que j'ai eu ce principe qui est... Enfin, je veux dire, je ne peux pas faire un job où je ne m'amuse pas, en fait. C'est-à-dire que je veux bien que ce soit plein de contraintes, je veux bien que certains jours soient pas drôles, je veux bien que ce soit dur, mais il faut qu'il y ait quand même une part de plaisir, de joie et de grande satisfaction quand le truc est fini, quoi. Et j'ai cette chance d'avoir un métier qui est absolument pas répétitif, donc qui fait que normalement la joie, elle est à la fin, elle est potentiellement dans chaque projet, mais normalement elle est en tout cas à la fin de chaque projet. Ouais. Donc, oui, c'est l'aboutissement. Oui. Merci pour ce conseil. Je t'en prie. Encore une question ? Une dernière. Qu'est-ce que tu dirais là au petit François de 10 ans, s'il était à côté de toi aujourd'hui ? Eh bien, qu'il a réalisé ses rêves. On boucle la boucle, puisque j'ai réalisé ça il n'y a pas longtemps et que voilà, et que quand je regarde... je suis pas Cosette, je vais pas dire de là où je viens, tu vois, mais je veux dire de ma petite ville de province, de mon petit milieu, de me retrouver à Paris, à avoir... Alors après, il faut pas mélanger les choses, c'est-à-dire que je sais très bien que je ne suis
je ne suis qu'un fournisseur et je sais très bien de quel côté je suis, si tu veux, mais je veux dire, les lieux, je veux dire, le nombre d'endroits dans Paris où je me promène, je me dis, waouh, t'es allé là, t'es rentré dans cet endroit-là, t'as rencontré ces gens-là ici, tu vois. Enfin, c'est un truc absolument... c'est clair. C'est merveilleux, tu vois. Et c'est ce que je... Enfin, quand tu vois effectivement les gens dont tu es à une ou deux personnes, tu te dis, c'est incroyable. Et ceux à qui tu es face à face aussi, enfin, voilà, et que tu fréquentes au jour... Voilà. Mais... non, voilà. Donc, il peut se faire confiance, ce petit François. Oui, non, c'est pas si mal. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci d'avoir écouté Avec Vanda, le podcast. Si cet échange vous a inspiré, dites-le moi. Laissez 5 étoiles, un commentaire ou partagez-le autour de vous. C'est vraiment ce qui l'aide à grandir. À très bientôt pour une nouvelle dose d'audace et d'inspiration.